Prochain journal, dans un gros quart d'heure. Tout de suite, c'est l'invité de Paris Direct. Et aujourd'hui, c'est vous cet invité, Marine Turchi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste à Mediapart, spécialiste, entre autres choses, des violences sexuelles et sexistes. C'est à vous qu'on doit le témoignage il y a 2 ans, tout juste, de l'actrice française Adèle Haenel, qui révélait dans vos colonnes et dans vos studios avoir été abusée adolescente. Et c'est à vous qu'on doit ce livre qui vient de sortir au Seuil, faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations de MeToo, un livre extrêmement dense, Marine Turchi, et qui a la grande qualité, je le dis, de faire vivre le débat dans ses pages, ce qui est assez rare, et dans lequel donc vous vous intéressez au traitement judiciaire des affaires de violences sexuelles. Le point de départ de votre enquête, c'est cette phrase d'Adèle Haenel qui avait beaucoup fait réagir il y a 2 ans. La justice nous ignore, alors on ignore la justice, c'est ce qu'elle vous avait dit pour expliquer pourquoi elle n'avait pas porté plainte contre son agresseur, même si entre-temps la justice s'est autosaisie. Une phrase qui fait écho à un chiffre qu'on va rappeler. En France, plus de 7 plaintes sur 10 pour violences sexuelles sont classées sans suite. Et pourtant, la justice française n'a jamais été autant saisie. Oui, tout à fait. Moi, je suis partie du point de départ de cette phrase, mais aussi des milliers de messages qu'on reçoit à Mediapart qui dénoncent des violences sexuelles et conjugales et qui disent « Notre traitement judiciaire n'a pas abouti, le traitement de notre dossier, mais aussi, pour certains, on n'envisage plus la justice. » Et ça doit quand même interpeller. Donc je suis partie de ça et de ces chiffres que vous venez de citer. 70% des affaires de violences sexuelles sont classées sans suite par le parquet. Et j'ai voulu finalement renvoyer cette interrogation au monde judiciaire. On les entend peu, les magistrats ont un droit de réserve, les policiers s'expriment peu également. Donc j'ai voulu aller voir quel était leur quotidien de travail, qu'est-ce qu'ils pensaient de ce miroir qui leur est renvoyé aujourd'hui à travers les affaires que je développe. Je développe dans le livre 9 affaires notamment, pour aller voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans la procédure judiciaire, qu'est-ce qui a dysfonctionné. Et c'est vrai que j'ai eu 3 réactions face à moi. J'ai eu ceux qui disent il n'y a pas de dysfonctionnement circulé, il n'y a pas grand-chose à voir, il n'y a pas de dysfonctionnement scandaleux. Il y a ceux qui disent il y a des dysfonctionnements, mais ce sont des loupés un peu isolés. Et puis il y a ceux qui disent il y a des dysfonctionnements, ils sont systémiques et il faut qu'on reprenne un petit peu tout, il faut qu'on voit l'accueil de la parole, le recueil des preuves, parce que c'est une porte fermée, 70% de classement sans suite. Voilà, la question que vous posez, c'est effectivement la justice française participe-t-elle à son corps défendant ou pas à l'impunité, faute de volonté, faute de moyens, alors que la lutte contre les violences sexuelles, on le rappelle, était en tout cas faites aux femmes une priorité du quinquennat. Oui, moi je m'intéresse justement à ce fossé entre les déclarations. Je crois que tout le monde est d'accord pour condamner les violences sexuelles. Emmanuel Macron a dit que c'est la grande cause du quinquennat. Et puis de l'autre, la réalité des moyens. Et c'est vrai que la réalité des moyens, il faut citer quelques chiffres rapidement. Le budget de la justice en France, c'est 69 € par habitant. En Allemagne, c'est 131 €. On a 2 fois de moins de juges et 4 fois moins de procureurs en France que nos voisins européens. Le ministère de la Justice est l'un des plus pauvrement dotés en Europe, d'après le rapport de la CEPEJ, si l'on prend les pays de même niveau économique. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, 3000 magistrats le disent, on a besoin de moyens, pas seulement d'ailleurs sur les violences sexuelles, mais de manière générale. Mais moi, j'ai voulu m'intéresser à ce fossé entre les discours sur ce sujet des violences sexuelles et puis la réalité des moyens et du traitement effectif dans les dossiers. Problème de moyens, problème de méthode, problème de formation. Si ces plaintes débouchent extrêmement rarement sur des condamnations, c'est parce que, vous le dites, vous identifiez une espèce de millefeuille de freins qui font que ces dossiers ne sont pas instruits. Ça démarre dès le dépôt de plainte. Oui, alors la première étape, et on en parle souvent, c'est celle de la plainte. C'est comment on accueille finalement les victimes, qu'est-ce qu'on leur explique et surtout finalement comment on va aller quand on est policier, comment on va aller au-delà des préjugés. Chacun a des préjugés, vous en avez, j'en ai. La question, c'est comment les policiers sont formés sur ces questions et évitent les biais sexistes. Il y a eu des améliorations indéniables dans l'accueil policier, mais ce que disent les associations d'aide aux victimes et ce que disent aussi les histoires que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a encore des dysfonctionnements terribles. En Belgique, je parle de ces centres d'accueil pour les victimes de violences sexuelles qui existent depuis 2017, qui se déploient dans le pays et qui justement permettent aux victimes de décorréler la plainte de l'accueil des victimes. Voilà, c'est-à-dire pas des commissariats on les reçoit, on fait les prélèvements nécessaires, on prend les affaires quand il y a besoin, on prend le témoignage et ensuite elles peuvent décider si elles portent plainte ou non. Et on voit, et c'est un chiffre pour moi crucial, on voit que dans ces structures adaptées, on passe de 10% des victimes qui déposent plainte à 68%. Voilà, vous disséquez les mécanismes d'une dizaine d'affaires connues ou moins connues sur lesquelles vous avez enquêté. Le mot enquêter est important, on va y revenir. Porter plainte, ça reste un parcours du combattant. Que l'accusé d'ailleurs soit impuissant ou un anonyme, le parcours judiciaire
si tant est que la plainte est instruite et destructeur, ça aussi, il faut le rappeler. Oui, moi je m'attarde sur la longueur des procédures parce que c'est ce qui ressort de pas mal d'histoires que je raconte. Dans une des histoires que je raconte, on voit que finalement, la justice a été une violence supplémentaire pour les personnes qui sont plaignantes dans cette affaire. Mais surtout, il y a la question de la preuve. Dans ces affaires, on me répond souvent, y compris côté magistrat notamment, c'est parole contre parole. On l'entend beaucoup cette phrase. Et moi, ce que je démontre dans le livre, et des avocats le disent aussi, c'est que dans ces affaires, en réalité, c'est souvent parole au pluriel contre une parole au singulier. Mais il faut les faire émerger, ces paroles. Ces paroles, ça peut être les paroles d'autres victimes potentielles, ça peut être les paroles d'enquête, d'environnement, les confidents, les témoins. Et ces enquêtes-là ne sont pas forcément faites. On voit qu'il y a un tri qui s'opère, notamment à l'étape de l'enquête préliminaire, l'enquête policière sous l'égide du parquet. C'est-à-dire que d'abord, on traite les dossiers urgents, mais dans un second temps, on fait un autre tri, un peu plus subjectif. On prend les affaires dont on pense qu'elles vont davantage aboutir. Donc moins on cherche de preuves, moins le dossier pourra aboutir à autre chose qu'un classement sans suite. Donc on voit que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc effectivement, cette étape de la preuve, elle est importante. Et dans ces affaires, il y a un mode de preuve spécifique. C'est le faisceau d'indices graves et concordants. On va aller chercher un petit peu le préjudice sur la victime, ce que peuvent dire des témoins, ce que peuvent dire des messages téléphoniques. Encore faut-il aller chercher ces preuves. Voilà, et puis vous le rappelez, parmi les difficultés, il y a qu'on ne peut pas prendre ces faits de violence sexuelle comme des récits linéaires. Ils ont, comme dans les histoires humaines, leurs contradictions. Et là, peut-être que les policiers ne sont pas assez formés là-dessus, mais ça aussi, et c'est peut-être une matière humaine difficile à prendre en compte. Oui, le personnel médical qui est cité dans ce livre le dit très bien. Si on ne comprend pas les phénomènes de sidération, d'amnésie traumatique, d'emprise et même de contraintes morales ou économiques, on ne peut pas comprendre ces affaires. Donc la formation, elle est évidemment clé, mais on ne peut pas non plus déconstruire les préjugés en quelques séances de formation. Donc c'est un travail plus large qui doit se faire sur le long terme, bien évidemment. Et je crois que ces histoires le montrent, qu'il y a encore des stéréotypes, mais des avocats le disent. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise victime. Une histoire est rarement une longue ligne droite. Des contradictions peuvent émerger, mais il faut aussi concentrer l'enquête sur le mis en cause. Or, bien souvent, les enquêtes, en tout cas à l'étape préliminaire, sont concentrées sur la plaignante, son entourage, et c'est elle qui va subir une expertise psychologique. Le mis en cause ne la subira, lui, que s'il est mis en examen dans les affaires de viol, le plus souvent. Ah voilà, qu'est-ce que ça implique pour sa propre intimité et des dommages collatéraux éventuels. Alors vous avez essayé donc de comprendre pourquoi autant de victimes fortes, ou plutôt faibles de ces chiffres, s'expriment en dehors du cadre judiciaire. C'était le cas d'Adèle Haenel il y a 2 ans, et notamment dans les médias. On peut citer beaucoup d'affaires, notamment très récemment celle de ces femmes qui ont décidé de parler à visage découvert contre un présentateur vedette ici en France qui s'appelle Patrick Poivre d'Arvor. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on fait coexister la parole de ces femmes, l'importance de cette parole et la présomption d'innocence. Oui, alors moi, ce que je raconte dans le livre, parce que je voulais un petit peu disséquer cette question de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est un principe fondamental, mais qui s'applique dans la sphère judiciaire. Je crois qu'aucune association, aucune militante féministe ne conteste la présomption d'innocence. Le débat porte sur quel est le sens qu'on lui donne, est-ce qu'elle n'est pas dévoyée. La présomption d'innocence, comme la prescription, des avocates le disent dans le livre, ça n'interdit pas le hashtag, la tribune, la plainte, le témoignage, le devoir de mémoire, le départ d'une salle de spectacle en signe de protestation, et surtout le débat. Tout ça dans la limite de la loi. Il y a des lois qui existent. Et la personne qui estime que sa présomption d'innocence est atteinte, elle peut saisir la justice. Et il faut le rappeler parce que bien souvent, les mis en cause ne saisissent pas la justice alors qu'ils estiment que justement, il y a une atteinte à la présomption d'innocence. Mais nous, journalistes, notre travail, ce n'est pas d'être policier, ce n'est pas d'être magistrat, c'est de faire des enquêtes journalistiques qui posent d'autres questions d'ailleurs que les questions judiciaires. Elles peuvent poser des questions éthiques, des questions morales, des questions politiques, des questions déontologiques. L'affaire Darmanin en est l'exemple le plus parfait. Mais on peut citer l'exemple de l'affaire PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. La justice a classé sans suite, mais dans ces 23 témoignages du dossier judiciaire, il y a plein de choses qui posent d'autres questions, notamment par exemple la question de la responsabilité de la chaîne TF1, de protection des salariés qui est la sienne, et ça figure dans le Code du travail. C'est toutes ces questions qui doivent être posées dans les enquêtes journalistiques aussi. Ce que disent, et vous les citez dans votre livre, ceux qui s'inquiètent de voir ce qu'ils appellent le tribunal médiatique prendre de l'ampleur, c'est pour résumer, ce qu'il dit, c'est qu'une fois que l'affaire est sortie, et en fonction de son degré de médiatisation, pour l'agresseur présumé, c'est presque déjà fini. Alors c'est là où notre responsabilité à nous journalistes, c'est de faire des enquêtes avec un principe phare, c'est le respect du contradictoire. C'est-à-dire que on doit soumettre tous les éléments mis en cause. Il doit pouvoir répondre sur chaque plan, sur chaque point. Par ailleurs, on doit évidemment interroger, nous, tout un tas de témoins, de confidents, et ces enquêtes doivent être sérieuses. Mais dans le tribunal médiatique, je crois qu'on confond 3 choses. On confond les réseaux sociaux, le journalisme d'information, des enquêtes étayées, documentées, et le journalisme d'opinion,
les commentaires des éditorialistes. Ce sont 3 choses différentes. Donc quand on parle de tribunal médiatique, il faudrait dire de quels médias on parle. Mais notre responsabilité à nous, c'est de respecter le contradictoire. On a un code de la route, on n'est pas au-dessus des lois, nous journalistes. On a la loi sur la presse de 1880 qui s'applique, on a aussi notre charte d'éthique. Donc on doit, nous, produire des enquêtes qui sont documentées et qui ne vont pas se satisfaire d'un morceau de plainte d'une personne qui s'estime victime. Et d'ailleurs, on peut aussi rendre des comptes, bien sûr, quand on est journaliste. Alors, pour revenir sur le traitement judiciaire de ces affaires de violences sexuelles, vers la fin du livre, vous proposez plusieurs pistes, notamment est-ce qu'il faudrait changer la loi pour tenter de mieux faire ? Peut-être sur la définition du consentement, sur celle du viol, qui est spécifique ici en France. Beaucoup d'avocats et d'avocates le disent dans le livre. On a une définition du viol et de l'agression sexuelle dans le code pénal qui présume en fait que les femmes sont consentantes s'il n'y a pas violence, contrainte, menace ou surprise. Alors que dans n'importe quel article de presse sur la question, il y aurait le mot consentement. Donc pour certains, cette définition, c'est une usine à gaz et il faut y revenir. L'Espagne l'a fait tout récemment en disant seul un oui est un oui, pour justement définir à quel moment on estime qu'il y a consentement. Pour certains... Et non pas, pardon, l'absence de non est un oui. Oui, donc finalement, on est au cœur là du sujet, mais il y a une levée de bouclier sur ce sujet en France. Mais d'autres avocats disent quoi? Ils disent il faut aussi chercher des alternatives à la plainte. Il faut dépasser la vision punitive et d'incarcération. Ce sont des pistes intéressantes parce que certaines victimes veulent que l'agresseur aille en prison, d'autres attendent autre chose, par exemple une reconnaissance des faits, des aveux. Donc on peut imaginer, le dit le magistrat Antoine Garapon dans le livre, des rencontres sous forme d'un plaidé coupable avec l'accord de la victime, où le mis en cause dirait voilà, je reconnais les faits de manière détaillée et on va penser à d'autres peines que la prison en échange de cette reconnaissance des aveux. Tout ça doit être exploré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde porte plainte pour les violences sexuelles dont il est victime ou elle est victime, la justice ne peut pas absorber ces plaintes. C'est pour ça que cette réflexion, elle doit être menée et elle doit commencer par demander finalement aux plaignantes et aux plaignants qu'est-ce que vous attendez de la justice? Un magistrat le dit dans le livre. On demande toujours à la fin sur PV voulez-vous déposer plainte? On ne demande jamais qu'attendez-vous de la justice. Et je crois que ça serait un bon début de s'interroger sur finalement quelles sont les réponses qui pourraient être apportées pour celles et ceux qui dénoncent des violences sexuelles. Voilà, on n'a pas le temps d'en parler, mais vous abordez aussi cette question très importante de la prescription. Rendre ces crimes sexuels imprescriptibles, c'est demandé par certaines victimes. Là encore, ça rendrait les choses peut-être compliquées, puisque la justice n'a pas le temps. C'est quelque chose qui affole les policiers. C'est quelque chose qui affole les policiers parce qu'ils estiment que là, on a déjà beaucoup allongé les délais, qu'il y a beaucoup d'exceptions qui sont faites à la prescription. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas aller retrouver les preuves. Au-delà de 40 ans, ça commence à être difficile. Donc, eux sont très alarmés par ces débats. Mais ces débats font l'objet de débats au sein des associations elles-mêmes. Et dans ce livre, vous faites vivre le débat. Et je le redis, c'est assez rare pour être souligné, faute de preuves. Donc, merci beaucoup, Marine Turchi, d'être venue nous présenter ce livre qui est sorti au Seuil. Enquête sur la justice face aux révélations MeToo. Demain, journée spéciale, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et une journée spéciale donc sur l'antenne de France 24. Merci encore d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui. Entretien à retrouver bien sûr en replay sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.